Belle et la Bête, et nous avons la chance d'avoir l'ingénieur du son Jean-Paul Miguel qui va nous parler de sa collaboration avec Wim Wenders et Fatih Akin. Nous avons démarré cette édition un lundi avec 4 tables rondes très fécondes sur ces allers-retours entre la France et l'Allemagne et cette collaboration artistique, économique entre la France et l'Allemagne. Je vous convie ce soir, suite à cette table ronde, à la projection. Nous avons une projection exceptionnelle de Mes Petites Amoureuses de Jean Eustache dans le cadre d'une carte blanche à Ingrid Caven. La projection à 20h, suivie d'une rencontre avec Ingrid Caven et Jean-Jacques Schul. Je vais laisser la parole à Pierre Azenreich qui va modérer cette table ronde. Merci. Merci Philippe. Merci mesdames et messieurs d'être là cet après-midi. Pour parler des rapports au niveau des coproductions franco-allemandes, des rapports artistiques, culturels et économiques, nous avons un plateau de choix cet après-midi, puisque avec 5 invités qui ont connu plus ou moins récemment les expériences de production franco-allemande, de coproduction franco-allemande, ils vont pouvoir donc nous faire un retour d'expérience de ce couple particulier dans le cinéma qu'est l'Allemagne et la France. Donc j'ai l'honneur d'appeler Madame Annina Diener, donc chef costumière de Michael Collas. Donc c'est quelqu'un qui, évidemment, travaille beaucoup aussi en Allemagne, puisqu'on lui doit comme film Fremder Freund d'Elmer Fischer, Die Sonnengöttin de Rudolf Thome. Et elle a un talent particulier, et c'est une singularité également pour la France. Elle est également chef décoratrice, elle avait assuré les décors également de Fraulein Stines Vertum die Welt d'Erika von Möller. Voilà, donc je pense qu'elle va avoir beaucoup de choses à nous dire. Après, donc, nous avons Florence Gilles, productrice et exécutive de Michael Collas, sur Michael Collas, représentant la société de production Les Films d'ici. Elle est également productrice exécutive de Elimpetena Trable, de Daniele Incaltatera et Fausta Quattrini. Directrice de production du film Traduire de Nourita Vive et directrice de la post-production déjà avec d'Arnaud Despalières. Voilà, donc une expérience avec ce réalisateur particulier. Autre producteur exécutif, Frédéric Denidian de la société Esquad. Donc, producteur exécutif de La Belle et la Bête de Christophe Gans, qui sort, je crois, en France le 12 février, dont on va pouvoir voir la bande-annonce cet après-midi, comme on verra également la bande-annonce de Michael Collas qui avait été distribuée l'été dernier. Il est également producteur exécutif donc, de Zoulou de Jérôme Salle, de Mes héros d'Éric Bénard et de Martyr de Pascal Augier, entre autres, parce que Frédéric a une filmographie très fournie au sein de la société Esquad. À côté... Donc, à ses côtés, nous avons Monsieur Pierre-Yves Guéraud, créateur des costumes de La Belle et la Bête, également... technicien reconnu dans son domaine au niveau international, puisque La Belle et la Bête, on en discutera, est une coproduction franco-allemande donc internationale, mais il est également le chef costumier de Cloud Atlas, le film de Tom Tykwer et d'Andy Elena Wachowski, Le Parfum de Tom Tykwer et Indochine de Régis Varnier il y a quelques temps, mais comme c'est un film qui avait marqué beaucoup de gens, voilà, je tenais à le souligner. Et puis notre dernier... Et notre dernier invité, donc Jean-Paul Mugel, un de nos très grands ingénieurs du son, qui vient de terminer The Cut de Fatih Akin, donc le cinéaste allemand originaire de culture turque, hein, c'est sa grande particularité dans le paysage du cinéma allemand, dont le succès international
de l'autre côté nous était parvenu évidemment jusqu'ici. Jean-Paul Mugel a également une filmographie très fournie, hein, puisqu'on lui doit entre autres Leçon de crime d'amour d'Alain Corneau, Alexandre d'Oliver Stone, et une collaboration toute particulière avec Wim Wenders sur Les Abus désir, Jusqu'au bout du monde, Paris, Texas, et je crois que vous aviez commencé comme preneur de son sur l'état des choses. Voilà, donc c'était la personne tout indiquée. Tout indiqué pour nous parler de cette relation de coproduction franco-allemande. Voilà. Alors, on va commencer par passer les deux bandes annonces des deux films. Donc, d'abord Michel Colas et ensuite La Belle et la Bête. Puis on entamera la discussion et à peu près au milieu de la discussion, on passera deux extraits, donc un de Michel Colas pour éclairer vraiment le travail de création d'Alina Diner, et également un extrait des Ailes du désir sur lequel avait travaillé Jean-Paul Mugel. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Bonjour. Bonjour. Pour les formalités, pour la caméra, je vais vous demander de vous présenter, de nous dire ce que vous faites. Pierre-Yves Guiraud, je suis créateur de costumes. Sur quel projet récemment? La Belle et la Bête qui va sortir le 12 février. Voilà. Donc, pas mal de projets, pas mal de productions en Allemagne. Paris. D'accord. Pas essentiellement, mais je fais pas mal de... D'accord. Beaucoup de coproductions. Coproduction, pas uniquement. Finalement, la première coproduction, c'était La Belle et la Bête. Autrement, j'ai travaillé avec Constantine Film. D'accord. Sur Munich, sur le parfum et les Trois Mousquetaires, et puis avec X-Film, Cloud Atlas, et puis le prochain film de Tom Tykwer. Est-ce que vous pouvez nous donner votre film allemand préféré? Mon film allemand préféré, Heimat, la série la grande série Heimat, non, ça me dit rien. Moi ça me dit rien, mais bon, voilà. Et votre film français préféré? Mon film français, oh là là. J'avais dit que c'était pas une facile. Je ne sais pas. C'est aussi une réponse. Je ne sais pas du tout. Alors, vous connaissez un petit peu les techniques de fabrication d'un film allemande et française? Oui. Donc, pour vous, c'est quoi les grandes différences entre la manière française et la manière allemande? On est peut-être assez réactif sur l'improvisation. Les productions allemandes sont beaucoup plus organisées, planifiées. Et un petit point faible sur l'improvisation, voilà, je dirais que ça. Mais par rapport aux costumes, moi j'ai essentiellement fait des ateliers sur Babelsberg, donc c'est vrai que c'est un outil de travail que je trouve très adapté et formidable. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de différence. Les costumes sont peut-être un petit peu plus respectés qu'en France. Enfin, en termes par rapport de demande d'équipe, on a en général ce qu'on demande par rapport à ça. Mais... Peut-être que le métier de costumier est plus pris en compte. Par exemple, sur un film français, un film contemporain, mais même sur des films d'époque, les productions ne vont pas prévoir de garder le créateur de costume sur toute la durée. Ça ne viendrait pas à l'idée d'une production allemande de ne pas garder le chef de poste sur toute la durée. Ça, c'est important, en tout cas, à signaler. Vous savez que la thématique de ce festival de rêve cette année, c'est le partenariat entre la France et l'Allemagne. Oui. Est-ce que vous êtes pour le renforcement des liens cinématographiques entre les deux pays? Moi, oui. Et puis, c'est pas que je les cautionne, mais ça fait une dizaine d'années que je navigue comme ça. Parce que je tenais à dire aussi, c'est que, parce qu'on a beaucoup dit que La Belle et la Bête avait été tournée 100% en Allemagne, mais les costumes ont été faits quand même à Paris. Et qu'on a transféré après à Babelsberg, parce que la préparation a été très courte en ce qui me concerne, 12 semaines, donc après elle a dû mordre sur le tournage. Et on a mixé l'équipe dès Paris avec des tailleurs allemands qui sont venus à Paris pour qu'il y ait quand même un suivi. Toute l'équipe costume n'a pas suivi, mais... on l'a mixé au départ. Parce que pour un film comme La Belle et la Bête, les costumes doivent être créés à 100%. À 100%, oui, tout a été fabriqué. Combien de costumes, grosso modo? On a dû fabriquer 500 costumes à peu près, un petit peu moins. J'inclus tout, les gardes. Oui, tout. Peut-être 300, 350. D'accord. Est-ce que vous pensez que
le cinéma européen, alors que ce soit à l'échelle continentale ou à l'échelle nationale, a le pouvoir d'aller à l'encontre de l'omniprésence du cinéma américain? Je pense. Oui, je pense. Bah, là, ce film en est un bel exemple. Je ne l'ai pas vu, hein, mais ce que je noterais aussi, c'est que les équipes allemandes ont quand même l'habitude d'accueillir beaucoup de productions américaines. Donc c'est vrai qu'ils sont très très réactifs et très adaptés aux gros films. En tout cas, les équipes avec lesquelles moi j'ai travaillé, c'est des équipes qui enchaînent les films, tous ces films qui se font maintenant à Babelsberg. Le métier de chef costumier, c'est un métier qui est un petit peu particulier dans le métier du cinéma. Comment ça s'apprend? Alors moi, c'est assez atypique parce que j'ai pas de formation liée au costume. J'ai plutôt commencé à l'assistant à la mise en scène, stagiaire, second un petit peu, et ensuite j'ai commencé comme stagiaire au costume et j'ai plutôt fait des études de lettres et de cinéma à Sancier, à Paris 3. Voilà. Alors, et les costumes, c'est vrai, c'est venu assez tôt. J'ai commencé sur le brasier d'Éric Barbier, et puis ça s'est enchaîné comme ça. pour vous, le métier du cinéma, c'est un métier qui peut s'apprendre dans une école ou c'est un métier qui s'apprend sur le tas? Ben heureusement qu'il pouvait s'apprendre sur le tas, parce que, à part Sancier, qui était, bon, justement, j'avais des UV sur beaucoup de cinéma allemand, mais en ce qui concerne les costumes, ça a été, oui, ça a été de l'apprentissage. L'apprentissage, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il vaut mieux avoir une espèce de culture de base assez élargie, et puis après, voilà. De toute façon, moi je ne coupe pas les vêtements, je les conçois, mais donc après c'est toute une équipe qui se... Mais maintenant, enfin les prochains projets que j'ai, je mixe maintenant allemand, français et même espagnol. On essaye de faire des équipes très composées. Des équipes très européennes. Et même des Italiens et des Écossais, oui, c'est très très européen. Parce que comme j'ai fait des tournages dans tous ces pays-là, après j'ai quelquefois... Vous avez des liens qui sont picorés, mais bon, voilà, j'aime bien ça. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. s'est élaboré le choix de ce casting européen qui rassemble notamment une star internationale danoise avec Mads Mikkelsen, deux acteurs emblématiques allemands et français avec Denis Lavant et Bruno Ganz. Alors sur le casting, déjà le réalisateur Arnaud Despalières voyait pour Michael Colas un acteur étranger, parce que pour lui, il pensait qu'il n'y avait pas d'acteur français capable d'incarner Colas à ses yeux. Et en fait, ce qu'il recherchait, c'était en gros une espèce de Clint Eastwood version quarantaine, qui n'existait plus évidemment. Et donc ses choix se sont faits. Il a vu un certain nombre d'acteurs, de Viggo Mortensen, voilà, il y en a un certain nombre qui sont passés. Et puis sa directrice de casting, Sarah Tepper, a évoqué Mads Mikkelsen. Tout ça, c'était en 2008. Voilà, et donc il a regardé Pusher à l'époque. Il a été très impressionné par évidemment les qualités physiques et la performance de Mads dans ces films-là. Mais il s'est dit, bon, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas Colas pour moi. Puis après, il a revu After the Wedding. Et à ce moment-là, il s'est dit, en effet, cet acteur est aussi capable d'incarner un homme comme tout le monde. C'est ce qu'il voulait aussi pour Colas, c'est-à-dire qu'il y ait cette double personnalité d'une certaine façon, donc une très grande force de caractère, un acteur très physique, mais aussi quelqu'un qui pouvait incarner un bon père de famille, voilà, puisque c'est ce qu'il est au départ. Donc voilà. Donc évidemment, dans l'ensemble le casting s'est élaboré d'abord avec l'acteur principal,
puisque Colas est dans 95% du film. Je crois qu'en tout, il n'était pas là 3 jours de tournage, sur tout le tournage, donc voilà. Et après, évidemment, se sont construits les autres rôles. On était évidemment dans une coproduction franco-allemande. Là aussi, il y a eu pas mal de discussions sur les acteurs allemands et sur quel rôle. En fait, au final, n'est resté que le prédicant, David Cross, puisque, alors je ne sais pas comment est considéré Bruno Ganz pour les Allemands, mais officiellement il est suisse. Voilà. Ainsi que David Bennett, même s'il travaille beaucoup en Allemagne, officiellement il est aussi suisse. Donc il n'y avait qu'un acteur allemand qui était David Cross. Et puis Denis Lavant au départ était pressenti pour le rôle de César. Et en fait pour des raisons de planning, puisque le tournage a été décalé, et Denis n'a pas pu être disponible aussi longtemps. Et donc voilà, il a changé de rôle dans le film, voilà. Et Bruno Ganz est arrivé presque en dernier dans le casting pour lui, le rôle du gouverneur. Frédéric, est-ce que vous étiez aussi dans ce même type de démarche, c'est-à-dire avec un film qui a priori, avec un budget assez conséquent et ouvert vraiment à une distribution internationale, alors que vous avez choisi par exemple Léa Seydoux et Vincent Cassel, qui ont l'habitude aussi des productions internationales, qui ont l'habitude de tourner dans des grosses productions anglo-saxonnes notamment. Est-ce que vous aviez pensé à un moment donné choisir un acteur anglo-saxon à la place de vedettes françaises ? Non, c'est vrai que compte tenu du projet, du budget du film, s'est posé la question de tourner le film en anglais ou pas, à un moment donné, mais nous, ça n'a jamais été ni dans la tête de Christophe Gans, ni de Richard Dampierre ou moi-même. On voulait absolument que ce conte reste un conte européen, donc on voulait absolument le faire en français. Et dans la tête de Christophe Gans, pour avoir fait le Pacte des loups, la seule bête qu'il voyait, c'était Vincent Cassel. Quant à La Belle, c'est vraiment venu dès le début du projet, qui est une brillante idée de Richard Dampierre, on a eu 2-3 noms qui ont circulé, mais très très rapidement, le couple Cassel-Léa Seydoux est apparu, on va dire, dans nos petits bureaux en 3-4 jours. Voilà, il n'y a pas eu d'hésitation, et c'est vrai que pour le coup, ce film n'a pas un casting très très important, il y a peu de rôles, donc c'est vrai qu'on a vite trouvé les deux protagonistes. Florent, est-ce que pour Michel Colas, à un moment donné, s'est posé la question de, soit par rapport à un casting international, de le tourner en anglais, ou par rapport au roman de Heinrich von Kleist, de le tourner en langue allemande? Est-ce que ça s'est posé? Non, jamais. On n'a jamais évoqué ça. D'accord. Pour quelle raison, vous savez, c'est à la fois parce que Arnaud Despalières a toujours vu cette adaptation dans les Cévennes, et donc même si un certain nombre d'acteurs dans le film gardent un accent, il était pour lui absolument évident que ce soit en français et rien d'autre. Donc voilà, donc ça n'a jamais été abordé, mais vraiment pour des raisons artistiques. Anina, pourquoi Arnaud Despalières a-t-il fait appel, parce que vous m'avez posé la question, à une chef costumière allemande, et précisément allemande? Parce que surtout, c'est une histoire de protestants, et donc il avait en fait aussi peur que les costumes aient un petit message catholique, donc très dans le décoratif. Et comme il ne voulait pas de costumes, de vêtements, c'est pour ça que pour lui, je pense que c'était très très important que ça soit
un créateur ou créatrice de costumes qui vient de l'Allemagne, ou bien plutôt aussi du pays scandinave, mais en tout cas pas du sud de l'Europe. Il avait dit à Anina sur les premières réunions auxquelles j'assistais, qui étaient un peu difficiles, il lui avait dit, quand elle amenait des books absolument formidables et magnifiques avec des références de tout genre, sur les premières rencontres, je t'avertis, je ne veux pas qu'on remarque les costumes ou que tu aies un César pour les meilleurs costumes. Ça serait le pire qui puisse arriver. Donc voilà, la directive était assez claire. Par contre, j'ai fait un oubli. Dans le hall, vous verrez des dessins, des croquis, des costumes dessinés donc, par Anina Diner, qui sont exposés dans le hall. Voilà. Donc, vous pouvez voir également son travail, évidemment, de cette façon. Pierre-Yves Guéraud, est-ce que le conte de La Belle et la Bête était pour vous le projet rêvé qui vous a décidé donc, d'aller de participer à ce film, ou bien y avait-il d'autres raisons qui étaient en dehors du conte lui-même? J'avais rencontré Christophe pour 2 autres projets qui n'ont pas vu le jour, donc on s'était déjà croisés à ce moment-là. Non, Frédéric m'a appelé pour connaître mes disponibilités. Je lui ai répondu présent parce qu'effectivement c'était une superbe aventure à tenter en tout cas. Combien de temps a duré la production du film, Frédéric, sur ce? La première fois où on a évoqué La Belle et la Bête avec Christophe Gans, c'était il y a 2 ans et demi exactement. Et donc il nous a donné le script en janvier 2012, si je ne m'abuse. Nous avons commencé le tournage en novembre 2012 et fini il y a 1 an, début février 2013 à Babelsberg. Et depuis, on a fait 1 an de travaux sur les effets spéciaux. Le film existe depuis 10 jours à peu près. Pourquoi avoir choisi Babelsberg? Tout d'abord, donc, on voulait vraiment... moi j'ai essayé de faire mon travail, donc bien sûr, j'ai regardé en France, au Canada, mais on voulait vraiment le faire en Europe, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'après, au-delà sans parler de production, déjà il fallait un outil de travail. Et c'est vrai qu'on a eu la chance à Berlin d'avoir, à Potsdam plus exactement, un site qui était vide. Et donc on a utilisé tous ces espaces, et c'est vrai que, bien sûr, malheureusement il n'y a pas ça en France, et il y a peu de pays en Europe où il y a autant d'espace, et donc c'est venu assez naturellement, d'autant qu'on voulait aussi que ce soit doublé d'une expertise technique, et on le savait, puisqu'on était entouré de gens qui avaient beaucoup travaillé en Allemagne. Pierre-Yves avait déjà travaillé en Allemagne, le directeur de la photographie Christophe Bocarn également. On savait qu'il y avait cette expertise, et que cet esprit européen autour de ce conte européen, on va dire, puisqu'on a pu entendre, c'était parfait pour nous. Donc on a foncé là-bas et c'était vraiment l'endroit pour le faire, je pense. Anina, est-ce que c'était votre première expérience dans une coproduction, en tant que coproduction franco-allemande, Michel Collas? Non, parce que j'ai eu la grande chance dans mes débuts d'être 3e petite assistante costume sur le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot. Et entre-temps, j'ai aussi travaillé sur Premier Noël dans les tranchées. Et j'ai pas mal tourné avec des productions allemandes en France, dans un autre poste comme chef déco. Donc j'ai une expérience à peu près d'une 20aine d'années, et ça a beaucoup changé, je peux dire. Quel changement avez-vous remarqué dans l'ambiance des équipes ou leur organisation? Est-ce qu'il y a vraiment des méthodes différentes entre les équipes françaises et allemandes? Non, je ne pense pas que c'est vraiment une question de méthode de travail, mais c'est une question des 2 pays qui s'acceptent. Par exemple, dans un essayage à la Reine Margot, on avait quand même des acteurs très très connus. Maudel Bickel a dû se faire parler comme « Ah, votre poste, une Française aurait pu le faire, pourquoi vous êtes ici comme Allemande ?» Je veux dire, ce genre de cliché, ça nous tapait à la tête. Et aujourd'hui, ça s'est adouci? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Voilà, donc je pense que ça, c'est quand même un très très grand changement.
Jean-Paul Mugel, comment avez-vous été choisi pour être un ingénieur du son sur Cut, le film de Fatih Akin? Il y avait un casting, en général, ça se fait de D'accord. plus en plus, on fait un casting, donc il y a quelques noms qui viennent. Le film devait se faire en anglais, donc souvent quand il y a un film en anglais, on m'appelle. Et donc j'ai rencontré Fatih Akin à Cannes l'année dernière, je crois. Et puis, non, pas l'année dernière, l'année d'avant. Voilà, et donc il a décidé de me prendre. Et sur quoi se porte le choix? Il se détermine... C'est déjà le contact humain. D'accord. C'est une rencontre informelle, et on parle de tout et de rien. Et voilà, il s'est dit qu'il pensait qu'on allait bien s'entendre, et on s'est très bien entendu. Parce qu'on sait que Fatih Akin est un fou de musique, enfin, c'est Ouais. quasiment sa seconde passion après le cinéma. Il est lui-même DJ. Est-ce que c'est une passion que vous partagez avec lui? Est-ce qu'il a senti ça On la immédiatement? partage parce que dès qu'il y a une fête sur le tournage, c'est lui qui est DJ. Donc, d'ailleurs, comme Wim Wenders qui fait la même chose aussi sur les fêtes. Et bon, c'est comme ça qu'on connaît sa musique et qu'il a fait partager. Pierre-Yves, vous êtes un habitué donc, des studios allemands de la Bavaria et de Babelsberg, que vous avez déjà fréquenté avec Tom Tillwer, pour les réalisations du Parfum et Claude Atlas. Quelle ambiance de travail et quels moyens y trouvez-vous comparé à ce que vous avez pu connaître en France notamment? Un vrai travail de studio où on peut avoir les ateliers très proches des plateaux. Enfin, en Allemagne, le créateur de costumes est toujours considéré comme quelqu'un devant suivre tout le tournage, ce qui est, à part sur La Belle et la Bête, assez peu le cas en France, où on attend du costumier qui disparaisse dès que le tournage commence. Et de plus en plus la tendance, et ça s'accentue encore plus. Les dernières expériences que j'ai pu faire en France, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est censé concevoir les costumes et disparaître au premier tour de manivelle, alors qu'en Allemagne, c'est vraiment quelque chose qui leur viendrait même pas à l'idée. Voilà. Si on essaye justement de se défiler en fin de production pour partir sur un autre projet, ça c'est pas du tout, bien vu. Donc déjà ça c'est très 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 important. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Vous travaillez avec des équipes qui sont allemandes aussi directement? Alors sur La Belle et la Bête, parce Oui. qu'on a beaucoup dit que tout s'était fait en Allemagne, mais les costumes ont été faits en atelier à Paris. Comme la préparation que j'ai eue était quand même assez courte, je suis arrivé assez tard sur le projet. On a commencé les costumes à Paris, on a transféré l'atelier à Babelsberg pour qu'il puisse mordre sur le tournage. L'équipe a été mixte dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a les chefs tailleurs avec lesquels je travaille d'habitude ont été transférés après à Babelsberg, et une partie des tailleurs allemands sont venus aussi. On a mixé l'équipe dès le départ comme ça. Anina, vous aviez aussi une équipe mixte avec vous, enfin française et allemande. Comment ça s'est passé? En fait, on a eu en France un renfort français, mais on était une toute petite équipe, hein. On était quand même 6 personnes. Et donc j'avais avec moi mon équipe allemande. Et donc en fait, il s'agissait que de 2 personnes, d'un couturier de plateau et un renfort de garde-robe. Combien de costumes avez-vous créé pour Michel Colas? En totalité, on avait 700 costumes. On voit pas tout sur le film. Réalisé avec 3 personnes, donc à peu près? Non. Tous les costumes ont été dessinés, fabriqués, mais les ateliers étaient en Pologne. Parce qu'on avait un budget quand même très très limité et je voulais pas aller en location pour les costumes. Donc on les a fait à l'Opéra en Pologne et j'avais établi un petit atelier dans mon atelier à Berlin. Pierre-Yves, vous avez créé combien de costumes pour ce film à peu près? 150, 400. Il y a eu beaucoup de doubles pour les comédiens principaux, parce qu'il y a des secondes d'équipe et des effets spéciaux, des choses
choses comme ça. Et puis une partie de la figuration aussi a été fabriquée. Voilà. Les rôles principaux ont été faits en France. On a fabriqué en Allemagne à Babelsberg et sous-traité certaines séries en Pologne aussi. Par rapport à la production de La Belle et la Bête, on remarque à travers cette très belle bande-annonce qu'il y a évidemment une utilisation importante des trucages numériques, enfin un recours à l'image de synthèse. Est-ce que sur la fabrication des costumes, ça joue un rôle désormais? On a essayé de ne pas trop en tenir compte parce que si on énumère toutes les contraintes, on se retrouverait avec des costumes très minimalistes. Alors vraiment, ça a été justement, voilà. Après, c'est au niveau du laboratoire de la post-production qui se débrouille pour faire le lien. On a préféré avoir plusieurs exemplaires que des choses. Voilà. Il y avait des contraintes de fond vert, fond bleu, avec des robes bleues, des robes vertes, donc il y avait toute une rotation qui était un petit peu. Voilà, mais à part ça, non. Ça n'était pas trop. La post-production au niveau des trucages, vous l'avez assurée également en Allemagne ou... Non, en fait, une toute petite partie en Allemagne, c'est très spécifique, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est maritime, on va dire, qui avait travaillé sur Master and Commander, donc les fameux bateaux que vous avez vus, mais c'est une toute petite partie, puisqu'on avait pratiquement 1000 plans en effets spéciaux, ils ont dû en faire 5 ou 6, mais majeurs, parce que c'est le début du film, donc il fallait... non, mais tout a été fait au Canada, tout a été fait au Canada, par 8 ou 9 sociétés différentes, hein. C'est tout un assemblage et beaucoup de monde. On va passer maintenant 2 extraits, donc un de Michel Collas pour encore étudier le travail d'Anina Diner, et puis enchaîner immédiatement avec un extrait des Ailes du désir, pour évidemment parler du travail du son par Jean-Paul Mugel. Voilà, donc on va à nouveau faire le petit déménagement et on revient. Oui, j'ai tenu à lorsqu'on passe l'extrait en allemand des Ailes du désir, parce que je pense que la langue originale était primordiale dans cette maison de toute façon. Et puis pour Jean-Paul, c'était la moindre des choses que l'on lui devait. Anina, je vais vous demander, parce que on a passé l'extrait de Michel Collas en premier, donc on remarque dans cet extrait une correspondance sensorielle, disons, entre le costume et le paysage qui entoure, l'environnement qui entoure les personnages principaux. Comment avez-vous travaillé ça d'abord? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que ça a été pensé en amont? Oui, c'était absolument voulu. Et quand je suis venue la première fois dans les Cévennes, en fait, j'ai ramené des pierres, des cailloux, du sable, tout ce que j'ai, des branches, tout ce que j'ai pu trouver. Parce que tous les costumes ont été teints aussi, donc à l'origine, les tissus étaient écrus ou blancs. Et au fur et à mesure, parce qu'on a commencé à tourner au début, au fin été, on est rentré dans l'automne jusqu'au début d'hiver. En fait, on n'a pas arrêté de teindre, reteindre, patiner, changer la couleur du costume pour que ça soit toujours un peu dans la couleur des paysages. Est-ce que vous participez beaucoup à la création des costumes avec les comédiens également, enfin les acteurs et les actrices? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait bien en amont avec eux par rapport à l'idée qu'ils se font du personnage, ou ça se fait au jour le jour pendant le tournage? D'abord, je pense que l'acteur doit plus avoir la sensation de porter un costume, mais de porter un vêtement. Donc ça ne doit pas vraiment, sauf si c'est vraiment voulu, quelque chose qui le dérange ou qui la dérange. Et ce sont les acteurs qui donnent en fait aussi une âme à la création. Donc si un acteur ou une actrice ne se sent pas bien avec une étoffe ou avec un tissu, une coupe, une forme, j'essaye de voir avec l'acteur comment faire pour que ça va pour cette personne, pour le personnage. Mais sinon, dans le développement, dans la conception du costume, c'est pas vraiment avec l'acteur, c'est plutôt avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et après, je pense que c'est une certaine liberté d'après ce qui se passe aussi pendant le tournage, ce qu'on fait avec les costumes, parce qu'ils ont une vie aussi. Puis des fois, on change aussi un peu le costume. Au niveau du scénario, déjà, Frédéric, que ça apparaissait, ça vous c'était... Au niveau du scénario, oui, oui, tout à fait.
ça c'était une donnée de départ. Et vous accompagnez aussi donc, actrices et acteurs dans le perfectionnement du costume pendant le tournage. Comment ça se passe? Oui, Léa était assez présente par rapport à ça. Mais je crois qu'elle tenait justement à ne pas avoir elle tenait à vraiment avoir des costumes féeriques, donc je crois qu'elle a tout insisté aussi pour qu'on fasse renaissance pour se donner plus de liberté et d'extravagance. Jean-Paul, par rapport à... Bon, là, c'est un travail essentiellement, évidemment, visuel. Le vôtre, par rapport à l'extrait qu'on a vu, alors déjà, est-ce que vous maîtrisez la langue allemande? Est-ce que vous la comprenez? Non. Non. Donc, comment vous faites pour enregistrer ces voix? Est-ce que vous basez sur la musicalité, sur... Oui, oui. c'est la musique de la langue germanique. Mais de toute façon, dans le film, il y avait pas beaucoup d'allemand, il y avait pas mal. Bon, déjà, la langue parlée sur le tournage était l'anglais, parce que le chef opérateur était français, c'était Henri Alcan. Donc, Wim lui parlait ou en français ou en anglais. Et donc, la langue sur le plateau était ou français ou anglais. D'accord. Et sinon, pour enregistrer, je pense que ce qui se dit toujours, c'est que le français est la langue la plus difficile à enregistrer. Parce qu'on est vraiment très monocorde. Et alors que, par exemple, l'anglais est la langue la plus facile. Et l'allemand est une langue littorale aussi, et qui est une langue facile. Et vous partez du scénario pour imaginer les sons ou vous les... Là, déjà, c'est l'histoire des Ailes du désir, c'est un peu spécial, parce que c'est un film qui s'est monté très vite, parce que Wim avait gagné beaucoup d'argent sur Paris-Texas, et il était obligé de dépenser l'argent avant la fin de l'année. Sinon, tout partait en impôts. Donc le film s'est lancé très vite et il pensait que... il avait demandé à Peter Hanke d'écrire des dialogues. Et Peter Hanke avait écrit la scène des anges dans le magasin de voitures BMW. Donc ils font un peu le point sur toute leur journée. Et donc il y avait tout ce texte-là. Et quand Wim l'a relancé, il a dit c'était fini, tu lui donnais ça et c'était tout parce qu'il avait écrit 2 bouquins qui étaient crevés, tu ne pouvais pas. Donc Wim avait déjà lancé le film. Donc le jour où on découvrait comment allaient être les anges pendant tout le début du film, alors qu'on avait commencé par les scènes du cirque, on avait les anges qui apparaissaient, qui venaient sur le plateau en montrant des costumes avec les ailes sur le dos. Bon, après, ça a été décidé pour juste le costume sombre et le cache-nez. Mais donc, tout ça s'est décidé au fil des jours, pendant le tournage. Également l'idée de très belle, enfin, qui est quasiment unique, de ces voix intérieures, où voilà. les anges... Et toutes ces voix, donc, il y en a pas mal que j'ai enregistrées, mais beaucoup qui ont été faites après, justement dans tous les textes dans le métro, quand il a inventé des textes, tout ça, et tout ça, c'est du travail de post-production. Vous avez participé à ce travail-là, donc que le son direct sur le... Moi j'avais fait celle de Peter Falk, parce qu'il devait repartir, etc. Moi j'ai fait les acteurs, mais j'en ai fait très peu sur la figuration. Pierre-Yves, quand vous avez travaillé sur Cloud Atlas avec Tom Tykwer et Elena et Andy Wachowski... C'était sur la partie Tom Tykwer. D'accord, voilà, pas sur la partie... Eux-mêmes avaient leur matrice de costume. D'accord, donc c'était... rappelez-moi, c'était quelle époque à peu près que... Les années 30, les années 30. les shows, les années 70 et la partie contemporaine. D'accord. Et là, vous aviez aussi donc des acteurs anglo-saxons, enfin américains. Oui. Et le casting bougeait sur les... Voilà. D'accord. Et vous avez vu à travers ce casting, donc avec quelques stars américaines, parce qu'il y avait Halle Berry et Dan Hanks notamment, est-ce que vous avez vu des pratiques différentes dans la façon d'appréhender le costume ou le travail avec un chef costumier? Ils sont plutôt plus flexibles que bien d'autres, donc il y a pas de... ils sont assez disciplinés. Non. Florence, comment a été répartie la coproduction entre l'Allemagne et la France sur le plan financier et au niveau de l'attribution des postes techniques sur Michel Collas? Est-ce que... En fait, sur la répartition, on était à 20% pour l'Allemagne, 80% la France, puisque
film a été en coproduction avec Arte. Et on a eu le grand accord Arte et après le mini-traité. Et le mini-traité franco-allemand nous imposait 20% minimum sur l'Allemagne. Après, tout ça s'est construit au fur et à mesure de la production. On a demandé le crédit d'impôt pour la France, ce qui nous a, donc en contrainte pour ceux qui ne maîtrisent pas ça, on avait donc un tournage qui se pensait 100% en France, et on avait un certain nombre de techniciens qui pouvaient être allemands ou d'équipements techniques. Et donc le chef de poste artistique qui a été choisi, c'était les costumes pour l'Allemagne, voilà. Et donc tout le reste c'est réparti en fonction. Comment on arrive, alors, j'imagine qu'il y a, par rapport à tous ces règlements qui permettent en fait d'avoir des aides, différentes aides européennes en provenance des différents pays, est-ce que ces aides, enfin ce système-là est une vraie contrainte ou malgré tout à l'intérieur on arrive vraiment à porter une certaine liberté artistique? Comment ça... Oui, bien sûr, c'est une contrainte, mais comme toute contrainte, on en fait, enfin au niveau artistique, on fait toujours quelque chose. Et non, c'est pas du tout. Il faut respecter les règles, mais à l'intérieur de ce cadre-là, il y a une grande liberté de choix. Possible. Oui, bien sûr. Frédéric, c'est pareil pour vous. Je crois que le budget est de 33 millions d'euros, un petit peu plus. Ce serait combien, si c'est pas indiscret? C'est un peu plus de 35 millions. D'accord. Parce qu'il y a déjà un budget conséquent évidemment pour la France, enfin très conséquent. Je crois que c'était le plus gros en 2012, oui, c'est assez exceptionnel en France, oui. Mais un budget équivalent pour une super production américaine avec à peu près, enfin avec le même niveau technique, c'est pas grand chose par rapport à. Non, après c'est toujours difficile de comparer, mais je pense qu'un film du même genre aux États-Unis peut coûter entre 80 et 100 millions de dollars. Mais après, bon, tout ça, c'est des comparaisons qui ne sont pas vraiment. Voilà, après, on a chacun notre façon de. Et est-ce que ce système aussi d'aide européenne, enfin d'apport financier de différents pays, est-ce que pour vous c'est une vraie liberté ou c'est une contrainte à laquelle... C'est une liberté dans la mesure où le projet existe, donc on est heureux, on est libre. Après, évidemment, il y a forcément des contraintes, mais on s'y plie et on arrive à faire les bons choix artistiques, ça nous fait réfléchir un peu plus, mais c'est toujours dans le bon sens, j'ai l'impression, et on arrive... voilà, quand on fait une production avec un pays comme l'Allemagne, il n'y a aucun problème à trouver des échanges artistiques et c'est plutôt très intéressant et ça ne pose pas de problème majeur. Alors, ce sont des contraintes qu'on est tout à fait prêt à supporter, il n'y a aucun problème. D'accord. Anina, pour en revenir à la partie création, est-ce que... alors, on dit souvent que le costume, c'est l'élément cinématographique par excellence qui donne l'époque de l'histoire qui se déroule, enfin, que l'on voit à l'écran. Là, en voyant Michel Colas, on a plus le sentiment que le costume fait exister le personnage en lui-même, peut-être indépendamment d'une époque réellement datée. Bon, on devine évidemment que c'est le XVIe siècle, enfin un Moyen-Âge tardif, mais on n'est peut-être pas dans l'exactitude historique du vêtement de l'époque. Est-ce que vous aviez pris d'emblée cette liberté? En fait, chaque costume, j'ai eu vraiment des grandes recherches pour après justement avoir la liberté de décomposer ou de simplifier, de réduire, d'être très très minimaliste. Donc la coupe est respectée, les proportions et puis aussi en fait les matières. Mais j'ai absolument pas respecté tout ce qui est de côté décoratif. Hein. Donc il n'y a pas de broderie ou de dentelle, de perles, des étoffes sont pas des étoffes très riches. Hein. Il y a pas,
c'est le plus simple qui puisse exister en tissu. Mais la base est quand même vraiment la base historique, suivant ce qu'on peut consulter, des peintures, des gravures, des livres. Donc, je veux dire, toutes ces recherches ont été faites. Pierre-Yves, cette documentation aussi, parce que comme là vous parliez d'une époque Renaissance, notamment pour la Bête et Empire, pour la Belle, vous avez fait aussi une recherche historique très poussée pour ces oui, beaucoup de documentation, et puis ensuite, justement, l'oublier, l'avoir suffisamment intégré pour partir sur des choses plus stylisées aussi. C'était assez épuré, en fait, finalement, comme costume. Qu'est-ce que vous vous basez tout d'abord par rapport au scénario, enfin, vous voyez immédiatement le personnage à travers le scénario, comment ça se passe? Vous attendez peut-être que le casting soit défini avant d'imaginer le costume pour Il y l'acteur? avait déjà un univers qui était posé par tous ces storyboards et illustrations qui étaient faites en amont. Le casting était donné au départ. J'ai rencontré Léa, et puis ensuite on s'est mis très vite en fabrication, d'essayer de déterminer les silhouettes qu'on voulait, en les remodernisant un petit peu. Et puis, moi je passe pas vraiment par le dessin, c'est tout de suite, très vite à la coupe. Et voilà, c'est vraiment, ça se fait un petit peu de façon artisanale. Ce sont les étoffes qui vous inspirent, oui, la les matière, étoffes, la couleur. coupe, la recherche de volume, et puis ensuite ça se nourrit, ça se construit, voilà. Jean-Paul, vous nous avez dit que Wim Wenders ainsi que Fatih Akin partagent le même amour de la musique, mais ils ont aussi un certain goût pour le voyage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît particulier à ces artistes de langue allemande? C'est vrai que ces deux réalisateurs ont fait des films dans beaucoup de pays, Fatih surtout en Turquie, et Wim beaucoup aux États-Unis et autour du monde, dans juste tout le monde. Et c'est vrai, ce sont des grands voyageurs tous les deux, qu'ils aiment bien, ils écrivent des histoires qui se passent dans plusieurs pays. Et c'est quelque chose qui vous attire pertinemment, cette idée du voyage à travers ces réalisateurs, ou Moi j'ai la chance de travailler avec énormément de réalisateurs qui sont de pays très différents, et donc j'ai travaillé dans énormément de pays. Moi j'aime beaucoup voyager. Donc c'est les sonorités étrangères qui vous attirent? Comment ça, oui, mais c'est découvrir d'autres cultures. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux de voyager en travaillant que de voyager comme touriste. Donc j'ai la chance de pouvoir le faire. Pour en revenir aux Ailes du désir, c'est un film prémonitoire par rapport à la destinée heureuse de Berlin qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de cinéastes, j'en discutais avec Volker Schoendorf il y a 3 semaines. Pour lui, il n'y avait que Wim Wenders à l'époque en 87 qui pouvait penser ça. Parce qu'a priori, je ne sais pas si vous pouvez nous le dire aussi, Anina, a priori c'était impensable, vu de France aussi, que Berlin s'ouvre comme ça 2 ans plus tard. Est-ce que au moment du tournage du film, vous aviez cette prémonition qui était partagée, ou vous pensiez que ça restait juste une idée fictive? Non, c'est-à-dire que lui, il a montré quand même ces anges qui passaient de l'autre côté du mur, et on avait donc construit un faux mur, et dans cette idée d'aller se promener comme ça de l'autre côté, c'est vrai que c'est des choses qui étaient là sur le tournage, mais bon, avec Wim, on n'en discutait pas beaucoup. Il travaillait énormément, il n'arrivait pas à dormir parce qu'il écrivait les scènes pendant la nuit, et donc il était vraiment très fatigué pendant le tournage. Florence, est-ce que vous avez pensé pour Michel Colas à délocaliser certaines scènes en Allemagne, en tourner certains extérieurs en Allemagne? Pas du tout. Non, pas du tout. Les 2 régions qui ont été choisies sont les Cévennes, l'Écosse, les Cévennes et le Vercors en Rhône-Alpes. C'est vrai que c'est des paysages
magnifique, très dur, très âpre, mais on ne les a pas imaginés ailleurs. Enfin, sur l'Allemagne, on ne s'est jamais dit on pourrait faire la moitié du tournage là-bas, parce qu'on s'est dit, enfin, c'est quand même l'histoire d'un marchand de chevaux qui amène ses chevaux d'un lieu à un autre, et quand même passer des Cos-Sévenol à l'Allemagne, on a eu un peu de mal à raccorder le tout. Donc non, c'était vraiment là-dessus, imaginé comme ça. Frédéric, vous avez tourné les extérieurs en Allemagne ou c'était juste la partie studio Très peu. On a tourné la chance à proximité des studios à Potsdam, il y a des belles forêts. Donc c'est vrai qu'on a utilisé quelques belles forêts, mais et un décor dont on a utilisé la base, mais tout le reste a été fait en studio, avec des décors fabriqués ou ensuite uniquement en effets spéciaux. Au moment de la production, enfin pour la pré-production, pour l'investissement sur le film, je suppose qu'il y avait un tour de table aussi avec des investisseurs allemands, enfin coproducteurs. Comment... Oui, quand on a eu le script en janvier, je suis allé à Berlin. En février, c'était la bonne occasion. C'était donc en 2013 ou 2013, je ne sais plus trop, 2013, juste avant, oui, ça 2013. Et puis donc j'ai rencontré les gens des studios, quelques investisseurs là-bas, et ma foi, ça s'est très vite mis en place, très vite mis en place. Mais on avait déjà, le film existait, on avait déjà un financement concret, on a juste trouvé des partenaires qui ont été des studios de Babelsberg et qui nous ont accueillis à Bromberg. Il n'y a pas eu du tout de réticence. Vous aviez déjà des images à proposer, ou je suppose Non, on avait un réalisateur, des comédiens, on savait ce qu'on allait faire, et donc on a parlé du projet, mais voilà, on avait déjà une équipe artistique qu'on a complétée bien sûr avec une équipe allemande par la suite, et il s'est avéré que bien sûr, très rapidement, l'équipe était principalement allemande, puisque tout s'est tourné là-bas. Mais non, on a juste exposé notre projet, et techniquement, ils pouvaient nous accueillir, donc l'histoire fut belle. Par rapport à la naissance, enfin la renaissance, pardon, des studios de Potsdam-Babelsberg en 92, Schoendorf m'expliquait aussi que ça a mis 20-25 ans vraiment à démarrer depuis 1992. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que c'est une activité, enfin ce studio-là, particulièrement en Europe, a vraiment trouvé sa vitesse de croisière? Écoutez, vu les installations déjà, c'est vrai que ça a l'air de bien fonctionner, puisque c'est vraiment extrêmement bien entretenu. Et puis, moi, c'est vrai que quand nous sommes arrivés, c'était un qui finissait une production, donc ça semblait un peu vide, mais avant notre départ, il y a deux films, il y a George Clooney qui est arrivé avec The Monument Men, Wes Anderson, il y avait un troisième film. J'ai l'impression qu'on commençait à se pousser un peu, donc je pense qu'ils ont... Je ne suis pas très inquiet. Par rapport à notre cité du cinéma qui vient d'être inaugurée, enfin, il y a quelques mois, est-ce que pour vous ces deux projets-là peuvent coexister vraiment? Comment ça... Bien sûr, il y a la place pour tout le monde. Après, chaque site, je ne vais pas analyser ça comme ça, mais chaque site peut recevoir... c'est vrai que pour La Belle et la Bête, il nous fallait de nombreux plateaux qui n'existent pas en France. Parce qu'on a utilisé jusqu'à 7 ou 8 simultanés, dont des surfaces qui n'existent pas en France. Donc je ne me suis pas posé la question. Après, oui, on peut tout à fait... voilà, il y a de la place pour tout le monde quand tout le monde est attirant, on peut travailler. Il y a des bonnes équipes en France, donc des bons studios. Après, chaque site est adapté à des projets. J'ai fait aussi beaucoup de films en studio en France. C'est vrai que pour des films très, on va dire, lourds, qui ont besoin de beaucoup de superficie, c'est plus compliqué en France, peut-être. Florence, par rapport au tour de table que vous avez dû effectuer avec les investisseurs allemands, comment ça s'est passé? C'était difficile
à les convaincre d'apporter ces 20% ou Déjà pour replacer les choses, puisqu'on parlait budget tout à l'heure, on est sur un budget de 5 millions d'euros, donc on est bien loin de La Belle et la Bête. Et c'est vrai que contrairement à ce qu'on pensait, parce qu'au départ on s'est dit, Colas étant une histoire allemande et apparemment très très ancrée dans la culture allemande, on s'est dit qu'il n'y aurait aucun problème et que donc c'était assez naturel d'aller en Allemagne et que ça allait fonctionner très bien. Et notre coproducteur Luxfilm là-dessus nous a vraiment joué le jeu, mais les Allemands, chaînes de télé et partenaires financiers ont été beaucoup plus réticents parce que il y avait un truc un peu comment est-ce que un Français peut oser adapter notre Colas. Donc il y avait un truc de très très... Enfin Amina peut-être peut en parler aussi, mais nous ça nous a beaucoup surpris et on se rendait pas compte à quel point dans la culture allemande c'était un peu intouchable. Donc là-dessus ça nous a plutôt posé des problèmes contrairement à ce qu'on pensait. Amina, vous pouvez. Oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'en fait, c'est même les critiques allemands parlaient de ça. Et j'étais dans une école française en Allemagne, et puis je pensais plutôt que ça allait se passer en France. Pourquoi un réalisateur français adapte comme une histoire littéraire allemande et tourne ça en France? Mais bon, c'était pas du tout la question en France. Donc j'étais vraiment aussi surprise de cette réaction en Allemagne. Jean-Paul Mugel, pour le film de Fatih Akin, donc, que l'on verra peut-être, je sais pas, cet été. Il doit passer à Cannes. Il doit passer à Cannes, donc on le verra plutôt à Cannes. Donc je pense que c'est toujours la société Pyramide qui est productrice en Allemagne, donc une société. Donc société française, voilà. Et avec un partenaire, je suppose aussi allemand ou... Il y a un partenaire allemand, il y a Fatih qui est dans la production, il y a un producteur italien aussi. Il y a beaucoup de producteurs. D'accord. C'est un film assez cher, je ne sais pas quel est le budget, mais c'est au moins 15, je crois. C'est un film d'époque ou vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou... C'est un film, je ne sais pas si je peux dire, non, c'est un film qui se passe en 1920. D'accord, donc un film d'époque. Et en partie dans quel pays si c'est pas toi, donc là, c'est passé le gros du tournage se passait, on a tourné en Jordanie, et on a commencé le film au Canada, avec une suite à Cuba, puis après au Canada. Et après, ils ont eu en production, ils avaient 3 régions d'Allemagne, donc on était obligé d'aller dépenser de l'argent dans les 3 régions. Donc on a tourné des studios à Berlin, puis on est parti à Hambourg, on est allé à Cologne. Puis après on est reparti à Malte parce que le laboratoire français avait pané un peu les rushs et on a dû aller retourner quelque chose. Voilà. Donc on s'est beaucoup baladé. Pierre-Yves, vous avez là vous repartez bientôt peut-être sur une production franco-allemande ou Allemand, ça oui, d'accord. Mais tourné au Maroc. Tourné au Maroc. Et un petit peu aussi, on va se balader en Allemagne pour aller justifier les différents financements. Et quelquefois, c'est pour une journée de tournage. Voilà. Et on trouve toujours donc, cette liberté artistique malgré tout, ou c'est un décor finalement comme... Oui, de toute façon, comme le sujet, tout devait se passer en Arabie Saoudite, mais ils n'ont pas eu l'autorisation du tournage. Ce sera reconstitué entre le Maroc et Cologne et Berlin. Frédéric, c'était votre première expérience en tant que production franco-allemande ou pas du tout là pour la fois? Oui, comme une véritable coproduction franco-allemande, c'est la première fois. Je connaissais les studios pour y avoir été il y a très longtemps, mais c'était la première fois que je fais une coproduction avec l'Allemagne.
Et ma foi, C'est une expérience que vous êtes prête à... oui, que nous allons réitérer, je pense, en 2015. D'accord. Pareil, ce serait pour à peu près le même type de film. Oui, on avec espère, un enfin, même film, budget. voilà, peut-être moins cher, j'espère, toujours. Mm. Mais oui, en tout cas, on aura l'occasion, je pense, de retourner là-bas, des projets qui peuvent s'y prêter. Alors, donc déjà, bonsoir. Pour la forme et pour la caméra, je vais vous demander de vous présenter. Frédéric Donivian, producteur exécutif chez Esquire. La première question, c'est souvent la plus difficile. Quel est votre film allemand préféré? Mon film allemand préféré, j'ai eu la chance il y a longtemps, que j'étais régisseur, de travailler avec Wim Wenders. Donc je vais dire plusieurs films de Wim Wenders. Voilà. J'aime beaucoup ce réalisateur. Et Stendorf aussi. J'ai vu 5-6 fois Le Tambour par exemple aussi. C'est un film que j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs en fait. Voilà, j'en ai plusieurs. Ils ont fait plein de beaux films. Voilà, en fait, il n'y en a jamais un. Il n'y en a jamais, hein. C'est assez difficile, il y a quand même. Voilà. Et votre film français préféré? Mon film français préféré, c'est pas facile non plus de vous dire ça comme ça. À part La Belle et la Bête, bien sûr. Par La Belle et la Bête, qui est un film formidable, Léopold des mots. Il y en a plein, il y en a tellement. Les Aventuriers de Louche, j'adore, ça me fait, quand j'ai besoin de sourire, je le regarde, ça me détend. Et il y a plein de films majeurs, historiques. Avec Margot, j'aime beaucoup également, il y en a plein. Des films plus anciens aussi. Enfants du Paradis, j'ai beaucoup aimé, c'est longtemps que je n'ai pas vu, je vais sûrement en voir bientôt, vous en parler. Voilà, il y en a plein. J'aime beaucoup le cinéma, donc j'aime beaucoup de films. D'accord. Quelle différence vous avez vue, on en a déjà un petit peu parlé, mais quelle différence vous avez vraiment vue entre la méthode de travail des techniciens français et des techniciens allemands? Franchement, pas tant que ça, puisque la France c'est quand même un pays de cinéma, l'Allemagne aussi. La preuve, on a été tourné à Babelsberg où ils ont tourné Métropolis, qui a une histoire. Alors c'est vrai qu'il y a la langue est un obstacle, mais assez rapidement on se comprend bien. Je me souviens un premier assistant qui parlait pas très bien, pas allemand du tout, et pas très bien anglais, mais finalement on a très vite communiqué. Et je dirais il n'y a pas de méthode particulière. Les équipes se sont fondues les unes avec les autres. Et franchement, une fois qu'on a passé le barrage de la langue, la caméra, les décors, tout le monde se comprend. Alors, il y a peut-être une tradition plus en décoration et en costume, puisque nos costumiers, Pierre costume international, mais dans l'histoire française, nos chefs décorateurs à l'histoire française, c'est peut-être pas l'histoire allemande, ils ont leur type de château, on va dire, on a les nôtres. Mais bon, c'est des gens professionnels, ils ont vite compris qu'avec de la documentation, quels étaient les éléments incontournables d'un château français. On leur a parlé, tout ça s'est vite compris. Donc je dirais que tout s'est mêlé très très vite et tout ça n'a fait plus qu'un. C'est pour ça que ça fonctionne, sinon on n'aurait pas envie d'y retourner. Oui, forcément. Le but de ce festival, c'est vraiment de parler de la relation entre la France et l'Allemagne. Il y a déjà des liens qui sont très forts. Oui. Donc, est-ce que vous seriez pour renforcer davantage ces liens pour pouvoir aller encore plus loin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est vrai que, comme je le dis souvent, chaque film, c'est tellement un prototype, c'est difficile de se faire un business plan sur tiens, on va travailler, voilà. Dans le film de Christophe Gans, nous, même si c'est une super production, appelons-le comme ça, c'est un auteur qui est venu dans un bureau chez nous, dans un petit bureau, qui a écrit, et de là est parti toutes les séances du film, tiens, on va le faire en Allemagne, ça s'est construit comme ça. Donc est-ce qu'on aurait pu faire des choses artistiquement plus développées en amont? C'est pas évident. Et sur le prochain film, je pense qu'on va encore utiliser une autre méthode. On est vraiment des artisans. Vous voyez, Zulu, ça paraît être pour certains films américains, mais c'est partie de notre bureau aussi. C'est Jérôme Salle, un auteur français, adapté par des Français, tourné avec une équipe artistique française. Le reste de l'équipe étant sud-africaine. Et tout le monde pense que ça peut être un film américain. Vous voyez, on gère au coup par coup en fait. Donc possiblement, et avec plaisir, on le fera, mais je ne peux pas faire un business plan, c'est pas vraiment comme ça que moi je vois les choses. Est-ce que vous croyez que, là on a déjà un petit peu abordé la question, mais plus en profondeur, est-ce que vous pensez que le cinéma européen, et ça dans le sens autant continental que national, c'est-à-dire prenant le cinéma français, allemand, italien, etc., est-ce que vous pensez que l'Europe a la capacité de rivaliser entre guillemets avec l'omniprésence du cinéma américain?
Je pense qu'on a une culture qui est propre à chaque pays arrive à défendre sa culture naturellement, c'est la première chose. Après, c'est vrai qu'il faut... alors là, c'est un autre exemple, c'est avec La Belle et la Bête, on aurait tendance à dire ce genre de film devrait être fait par les Américains, comme quoi on peut aussi y arriver avec plusieurs pays européens. Moi, c'est vrai qu'il faut lutter à armes égales, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'on aura les moyens de faire Le Seigneur des Anneaux ou les grosses Superman, Spider-Man, c'est pas notre métier, c'est leur culture à eux. Nous, elle est différente. Je pense qu'on aura toujours plus de mal à s'exporter aussi. Pourquoi? Parce que notre langue est moins répandue que l'anglais, tout simplement. C'est aussi très simple. Hein. C'est vrai qu'on va dans n'importe quel pays de nos jours, tout le monde parle anglais, on comprend un peu, et donc on a accès à un cinéma, alors que nous, c'est quand même beaucoup plus compliqué, donc etc. Mais c'est pas... Donc je pense qu'on continuera à avoir notre identité, à faire nos films. Il faut savoir ce qu'on fait, savoir produire des films identitaires aussi, voire un peu plus large certaines fois, mais je ne suis pas très inquiet. C'est jamais facile, mais ça ne va pas être facile pour les Américains non plus, j'en suis persuadé. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, parce qu'il y a un fait qui m'a un peu fait tilt là-haut, c'est vous dites on ne fera jamais Le Seigneur des Anneaux en Europe. Mais est-ce que c'est parce que est-ce que c'est vraiment qu'on n'a pas les moyens de faire ce genre de film, ou est-ce que c'est qu'on veut garder une identité européenne qui ne nous permettrait pas de faire ce genre de film? C'est un peu des deux, mais il ne faut pas se voiler la face, c'est surtout les moyens, puisque les Américains exportent leurs films, tous leurs films sont exportés et dans des centaines de pays. Donc ils ont des moyens colossaux. Et La Belle et la Bête, c'était le plus gros budget du cinéma français, et je pense allemand, en 2012. Ça reste un budget moyen pour un film américain. Est-ce que vous pensez que les métiers du cinéma, dans leur généralité, s'apprennent plus dans une école ou sur le tard? Alors il y a deux types de métiers, c'est vrai que dès qu'on touche... Alors tout peut s'apprendre sur le tard, après il suffit... voilà, c'est vrai que souvent dans le cinéma, on prend des assistants, on forme, etc. Alors je sais que votre métier en particulier, métier de producteur, ne s'apprend pas dans une école, il y a juste la Ténis qui a ouvert une section après. Oui, mais c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer une entreprise, il faut apprendre... sur la plupart des métiers techniques, donc il y a des écoles, chez Fox on peut apprendre, mais si on peut faire des stages chez les de caméra, comme beaucoup ont fait, pour le son aussi. Hein. Après, c'est vrai que je pense qu'on apprend sur le tas. Tout le monde fait le tournage. Moi, j'ai fait, et beaucoup de gens ont fait ça, la régie, l'assistanat, on apprend le plateau, on fait de la production, de la direction de production, on fait des devis, et voilà, beaucoup font ça. Mais ouais, il n'y a pas d'exemple. Mais je crois que vraiment, il faut, pour bien connaître le métier, il faut avoir fait un peu de plateau, beaucoup sur le tas. Après, tout le reste, on apprend parce qu'on veut faire de la production, donc on apprend ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est que des impôts sociétés, les charges sociales, tout ça. Voilà, ça vient naturellement. Après, comme un ingé son, s'il veut venir faire du son direct, il va aller voir aussi comment ça se passe en post-production, au mixage, pour connaître toute la chaîne pour bien faire son métier. Forcément. Et bien, je vous remercie beaucoup. De rien. On va peut-être prendre des réactions dans le public. Oui. Je serais malhonnête de prendre la parole sans avoir été au départ. Au début, je viens d'arriver et je suis coupable et responsable. Je voudrais savoir où en est exactement la coproduction, on peut appeler franco-allemande, puisque nous sommes ici au territoire allemand, alors qu'il y a eu beaucoup de films qui ont été faits à travers l'histoire du cinéma français, soutenus par des Allemands. Alors, où est-ce qu'on est, si c'est possible, d'avoir pendant 5 minutes, puisque vous avez 5 minutes pour pouvoir parler. Merci. Et je pense qu'il n'y a pas de production un tant soit peu ambitieuse en termes cinématographiques qui peuvent se faire sans une coproduction franco-allemande entre la France au niveau européen. Arte intervient quand même beaucoup, généralement. J'ai pas encore ils font beaucoup de production, évidemment. Mais, Michel Collas Arte a participé.
Donc déjà à travers cet apport de la télévision, ZDF aussi a une antenne pour film d'auteur. En effet, on n'est pas dans la même catégorie que... Enfin, c'est un film d'auteur, hein, de toute façon, La Belle et la Bête aussi. Mais on est, disons, dans les niveaux financiers, on n'est pas dans les mêmes niveaux de budget. Mais la chaîne ZDF a également une très grande participation dans le financement des films allemands, mais également aussi avec la France. Donc il y a plusieurs structures qui permettent ça. À mon avis, c'est quand même quelque chose de très vivant aujourd'hui, qui permet une renaissance du jeune cinéma allemand et qui soutient encore un peu plus le cinéma français. On peut dire que le cinéma allemand est très peu diffusé en France quand même, hein. Peut-être que de l'autre côté du Rhin, on diffuse beaucoup plus du cinéma français. Je laisse de côté Arte, qui en réalité, pour moi, n'est pas un producteur, mais une chaîne de télévision. Oui, mais qui cofinance. Donc, hélas. Parce que je crois qu'il y a eu de plus en plus... le grand problème ici dans le cinéma européen, c'est que les vrais patrons du cinéma, ce sont, hélas, les chaînes de télévision. D'abord Canal+, pour la France, et puis les autres aussi, la 2, la 3, et même en Allemagne, c'est pareil. Voilà. Alors, je ne sais pas, Frédéric les Raoul Lévy, les Dauman, tous ces gens-là qui avaient fait un cinéma complètement très, très, très ambitieux, très important, et qui sont restés dans l'histoire du cinéma, quoi. Oui, mais ça continue. Enfin, il n'y a pas de... On voit tous les ans, on voit de très grands films européens se faire. Moi, je pense que c'est paradoxal par rapport au cinéma allemand et surtout aux jeunes cinéastes allemands que je citais tout à l'heure, par exemple Christian Petzold ou Christopher Reusler, qui sont peut-être plus vus en France qu'en Allemagne. Ça, c'est le vrai paradoxe. C'est le vrai paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ils ont de vrais talents, mais qui sont plus vus à l'étranger, enfin, notamment en France, mais c'est le cas aussi pour l'Angleterre. Ken Loach est plus vu en France qu'en Angleterre. Voilà, donc on a la chance ici, c'est vrai, d'avoir cette diversité cinématographique, de pouvoir bien l'accueillir, de continuer, même si c'est 15-16 films par semaine qui sortent, que ça va être, disons, les 4-5 premiers qui vont à peu près s'en sortir, mais le système de soutien permet cette diversité. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est autre chose. Mais voilà, la France, c'est certes reste le moteur cinématographique européen. L'Allemagne, de par ses infrastructures et les efforts qu'elle a faits aussi à son niveau en termes d'organisation, de financement, etc., est en train, petit à petit, de se mettre à notre niveau. Ça va encore prendre du temps, mais je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Et je ne permettrai pas, à mon niveau, de critiquer les chaînes de télévision. Sans Canal+, je pense que le cinéma français aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. Voilà, c'est mon point de vue. Tout pareil qu'avec Arte. ZDF aussi est un apport primordial pour le cinéma aujourd'hui. On peut en effet penser qu'il y a les années 70 ou 80, enfin disons 70 pour l'Allemagne, on présentait en effet une originalité en termes de production avec de très très grands auteurs, mais rien n'empêche que ça renaisse. Voilà, moi je reste optimiste par rapport à ça. Dans la journée de lundi, il nous a été donné des chiffres qui posent le problème un peu différemment. Apparemment, pendant très longtemps en Allemagne, le cinéma, la part des films allemands sur le territoire allemand représentait 12,5% des recettes. En ce moment, il monte vers un peu au-dessus de 20, si j'ai bien entendu. Il remonte au-dessus de 20, si j'ai bien entendu, ce qui est déjà un large progrès en termes de part de marché. Mais en même temps, on nous apprenait, dans la journée, on nous apprenait que pendant longtemps, il n'y avait pas d'obligation de distribution en salle. C'est ce qui était dans les premiers panneaux de la première journée, et que simplement le fonds de soutien créé en 2008 au travers de la FA, lui indiquait qu'il fallait absolument avoir un distributeur salle pour obtenir une partie.
Donc, effectivement, on ne peut pas dire tout et son contraire. Maintenant, pour ce qui est de la France, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais la décennie 80 jusqu'à 95 a fait que les films de cinéma français ont été portés par les meilleurs audimat des chaînes de télévision. Donc on est rentré dans un système, effectivement, mais moi je mettrais quand même Canal, qui dès le départ était la chaîne cinéma et qui devait abonder le cinéma, donc il y a tout un système qui était récurrent. Par contre, les autres, ils ont profité pendant un certain nombre d'années des bienfaits du cinéma. Et là où il y a sans doute quelque chose qui est un peu pervers, dont on parle depuis pas mal de temps, c'est que à un certain moment, effectivement, les autres chaînes, elles demandent d'avoir que les actorats qui leur assureront de l'audimat. Et du coup, effectivement, ça donne un certain type de scénario et un certain type de production. Mais je pense que c'est un débat qui est depuis 5-6 ans sur la place publique et qui est peut-être en train d'évoluer. Oui, bonjour. J'ai été frappée par ce que vous disiez sur Michael Colas, notamment sur le fait que les Allemands n'aient pas forcément bien réagi à cette adaptation cinématographique française. On a toujours une vision de partager une culture européenne. Donc c'est peut-être un cliché finalement. Est-ce que vous pouvez nous répondre peut-être à ça finalement? Oui, par exemple, j'étais choquée de lire dans un journal plutôt de gauche allemand qui s'appelle La Taz, que comment vraiment c'était cité et dit comme ça, comment un réalisateur français peut avoir l'idée et vraiment oser de toucher à cette pièce majeure de la littérature allemande. Et bon, je pense que peut-être aussi le journaliste ne savait pas trop quoi dire autre, donc c'était assez facile de parler comme ça. Mais aussi ce que j'ai entendu de plein d'autres gens, c'est qu'il n'y a pas vraiment cette pensée apparemment de l'Europe. Il y a une culture française, il y a une culture allemande et ça ne se mélange pas vraiment. Mais moi ça me choque hein, parce que je suis en fait un peu à la maison dans les deux cultures et je ne sais pas vraiment dire plus que peut-être ces gens ont du mal aussi avec ce genre de cinéma parce que je pense que c'est une forme de cinéma, une forme de langage, d'image qu'on n'a plus vraiment l'habitude. C'est un film très très lent, donc ça déplaît peut-être aussi à beaucoup de gens. Donc c'était la première chose à dire, ah pourquoi un Français s'attaque à une œuvre littéraire allemande. Et peut-être il y a une petite jalousie, je ne sais pas, je peux juste dire que moi ça me choque aussi comment on peut penser comme ça. Est-ce qu'il y a eu ce genre de réaction lorsque Visconti avait fait Mort à Venise? Ah, je crois, là j'étais très très jeune quand ce film est sorti. C'était une œuvre allemande, c'était Thomas Mann quand même aussi. Mais bon, personnellement, je me souviens des amis de mes parents ont beaucoup apprécié ce film. Et aussi peut-être parce que c'est clair que c'est aussi pour un... Ça avait une grande liberté. Et je crois... Mais personnellement, je ne me souviens vraiment pas d'avoir entendu ça, sauf je me souviens que l'affiche était accrochée dans plein d'appartements et qu'on aimait beaucoup le film. Donc en fait, les Allemands avaient accepté qu'un Italien adapte une œuvre allemande. Oui, mais je crois que ce film était plutôt... je pense que c'est pas... C'est des gens très intellectuels qui ont vu le film à l'époque en Allemagne. Et je crois que là, Michael Kohlhaas, quand il est sorti en salle, ça n'a pas vraiment attiré un public très littéraire, très... Tu veux dire que les intellectuels ont déserté l'Allemagne, Alina? Oui, un peu. Je veux dire, si je vois un peu la littérature allemande, si, je trouve. Et le cinéma allemand aussi un peu. En ce moment, je crois qu'on doit plutôt se poser des questions.
le film a été distribué en Allemagne, Michel Collas, et comment il était accueilli par les spectateurs, c'est assez confidentiel en termes d'entrée, parce qu'ils ont un cinéma, malheureusement, enfin, Christian Petzold, Christopher Heuchler, pour cette nouvelle génération, ne sont pas assez vus ou très peu vus dans leur propre pays. Alors, un film comme Michel Collas, c'est vrai qu'il y a une certaine exigence artistique. Comment ça s'est perçu? C'est vrai qu'on a été déçus de l'accueil en Allemagne, et alors que le distributeur allemand Polyband avait lui pensé arriver à de meilleurs résultats. Donc ça n'a pas suivi à la hauteur de nos espérances, alors que il y avait une presse due à la sélection en compétition à Cannes, etc., qui avait amené justement une communication, une presse sur le film qui aurait dû attirer plus. Voilà. Donc, ça a été une déception des Allemands dans un premier temps de la réaction du public allemand sur le film. Il y avait le film a été exploité à peu près aux mêmes dates qu'en France ou en France, il est sorti en août et en Allemagne début septembre, le 11 septembre. Donc voilà, c'était 3 semaines près. Mais il faut dire aussi que les Allemands ne vont pas beaucoup au cinéma. Et puis il n'y a pas vraiment cet amour pour le cinéma. Et je m'aperçois aussi quand je vais ici en France au cinéma, la discussion par rapport au film, au cinéma est beaucoup plus importante en France qu'en Allemagne. Et en Allemagne, on discute encore si la photo fait partie de l'art ou pas. Florence, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur la collaboration entre Mads Mikkelsen et Ardo Debellier, parce que c'était pas sur la direction, ça n'avait pas été simple au début. D'après ce que j'ai lu, il y avait un problème ça a été très préparé, et puis au moment du tournage, tous les deux ont eu beaucoup de doutes, même s'ils se sont. Et finalement, ils ont fait corps. Non, ça a été très préparé d'une part parce que quand Mads a accepté le scénario, il a eu envie de rentrer dans cette aventure très vite. Il y a eu une visite au Danemark avec son agent. Ils se sont rencontrés, le réalisateur et lui, et il a dit ok assez vite. Après, il s'est dit ok pour l'aventure, mais il va falloir faire 2 choses que je ne sais pas faire. C'est monter à cheval, vraiment, parce que ce qu'il avait fait jusqu'à présent, c'était monter à cheval pour des films hollywoodiens, donc il ne savait pas, et parler français. Et vraiment, parce que là aussi, il l'avait fait pour Coco, mais c'était avec un très fort accent, et il y avait peu de répliques. Et là a commencé le début du problème, surtout qu'il avait un agenda extrêmement chargé. Donc il y a eu quand même pas mal de préparations qui se sont faites, qui étaient couplées, qui étaient à la fois une préparation sur le script. Il n'avait pas de répétiteur au sens premier du terme, à savoir un Danois ou un Américain, suivant où il tournait, pour lui permettre d'apprendre le script en français. Ça s'est fait uniquement avec le réalisateur qui l'a fait répéter face à face. Et ces sessions-là se faisaient chez Frédéric Sanabra, donc, qui est l'éleveur de chevaux, et le dresseur, et qui en même temps lui apprenait à monter à cheval. Donc il y avait un double training à ce moment-là, qui était pour lui quand même très fatigant, et également au début du tournage, puisque dans l'équipe, peu de personnes parlaient anglais. C'était une équipe très française, et donc que ce soit sur le tournage ou à l'apéro le soir, il a fallu qu'il s'y mette. Il s'y est mis d'ailleurs en français, et tout le monde essayait de lui faire répéter ses répliques avec le moins d'accent possible. Mais il a très bien joué le jeu, même si c'était compliqué ce qu'il a dit après. Ce qui était compliqué pour lui, c'était d'arriver à oublier 2 choses. C'est qu'il passe beaucoup de temps sur un cheval,
dans des endroits assez difficiles, très escarpés, donc il fallait qu'il ait une maîtrise du cheval vraiment forte. Et il fallait qu'il arrive à oublier ça pour enfin jouer. Et après, il fallait qu'il oublie qu'il jouait en français. Donc il y avait quand même une difficulté très forte pour lui. Mais sur le tournage, il y a eu un lien avec Arnaud très fort, justement, parce qu'il se raccrochait vraiment à ses indications. Et par rapport à ça, très vite, il s'est laissé porter par le film et par le réalisateur. Je pense qu'il y a toujours dans tous les films un moment où il y a un doute forcément entre l'acteur et le réalisateur, mais après il dépasse et voilà. Ce sera un beau mot de la fin. Merci à toutes et à tous. Merci Florence. Merci beaucoup d'avoir été aussi fidèle pendant ces 3 jours maintenant de colloque. Eh bien, on continuera, j'espère, le débat l'année prochaine sur d'autres pays d'Europe.